Salut les gouttes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la française. Et aujourd'hui, on va commencer les grandes previews pour la saison 2025. Donc à l'heure où j'enregistre, on est le vendredi 6 décembre, pardon. Donc 2025 approche à grands pas. On a encore eu récemment le reveal du maillot de la Lidl Trek et de la Cofidis notamment. Donc tout ça approche à grands pas. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'une équipe qui fait parler aussi récemment, puisque c'est l'équipe, enfin, désormais l'ex-équipe de Tom Pidcock, à savoir la Ineos Grenadiers. Donc voilà, on va revenir dans cette vidéo, on va revenir déjà sur leur saison 2024, voilà, voir ce qu'ils ont fait, leurs performances, etc. On va ensuite évoquer leur mercato, donc tous les coureurs qui sont venus et qui sont également partis de l'équipe avant de se pencher voilà, sur l'effectif par pôle, voilà, dire qui serait le leader dans tel ou tel domaine et qui pourrait aussi être les gros noms ou ceux qui peuvent scorer dans tel ou tel pôle. Et enfin, on va se concentrer à la toute fin sur les objectifs qu'on peut attendre de l'équipe en 2025. Et enfin, une prédiction, voilà, je ferai ma prédiction et vous pouvez aussi me dire après votre prédiction en commentaire. Et donc on va commencer tout de suite avec la saison 2024. Saison très 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 compliquée pour la Ineos. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur le visuel, on est sur une équipe qui a gagné que 14 fois, dont 6 victoires World Tour. C'est quand même en tout, hein. En tout, c'est 24 victoires de moins par rapport à 2023. C'est absolument gigantesque. Ils n'ont plus gagné depuis le 6 juillet. Ils ont gagné une victoire sur le Tour d'Autriche avec Filippo Ganna, il me semble. Mais sinon, ils n'ont plus gagné. Il y a eu 8 coureurs victorieux. Les plus victorieux sont Ganna et Carlos Rodriguez avec 3 victoires chacun. L'équipe est septième au classement UCI cette année. C'est 3 places de moins par rapport à 2023. Donc on est quand même sur une chute assez importante pour l'équipe qui disposait en 2023 du budget le plus élevé, qui était estimé aux alentours de 50 millions d'euros. Que dire sur cette saison? Ça avait bien commencé au Down Under, notamment avec Jonathan Narvaez, dont je reparlerai un peu plus tard. Il y a ensuite, ensuite eu, pardon, un pareil de Nice, un peu plus compliqué, un Tirreno Adriatico, ouais, avec Tjermen Arensman qui fait sixième, etc. On est arrivé lentement, mais il y avait quand même quelques petites victoires par-ci par-là. Tom Pidcock qui remporte notamment l'Amstel. On a eu Carlos Rodriguez qui remporte le Tour de Romandie. Enfin bref, qui avait quand même eu du mal d'ailleurs à se mettre en jambe, mais voilà. Et ensuite, on arrive sur le Giro, où Geraint Thomas finira troisième du général. C'est quand même sympa, c'est pas mal pour quelqu'un qui a 38 ans. Mais sur les grands tours, ce sera aussi 2 victoires d'étape. On se rappelle notamment de la victoire de Narvaez sur la première étape devant Pogacar et Schachmann, qui portera d'ailleurs le maillot rose. Et aussi la victoire de Ghana, je crois la 14e sur un chrono. Et après, par contre, c'est rideau sur les grands tours, c'est rideau derrière. Après le Giro, il y a quelques championnats nationaux, il y a Ether notamment. Et derrière, une victoire au Critérium pour Carlos Rodriguez quand même, qui était pas mal. Mais voilà, c'est tout quoi. Brandon Riviera qui gagne une étape du Tour d'Autriche avec Ghana et puis après plus rien. Donc une année très très compliquée. C'est quand même une folie de se dire qu'en 2024, c'est encore Geraint Thomas, 38 ans, qui va te sortir ton meilleur classement général pour un coureur de l'équipe. 38 ans, on dirait les Lakers au basket. Tu mets tout sur le dos de ton vieux qui te carry un peu le résultat. Et puis bon, bah voilà, derrière, c'est une catastrophe. La Vuelta, c'est Carlos Rodriguez qui finit à une 10e place. Il finira aussi septième du Tour sans jamais être vraiment dans la lutte pour mieux, quoi. Enfin, c'est une année très 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 compliquée. Euh, et ça fait mal surtout quand on sait qu'il y a quelques années encore, tu gagnais un grand tour, en 2020 avec le Giro notamment. 2021 également, encore le Giro. Tu avais quand même pas mal de podiums, que ce soit Geraint Thomas, Carapaz, etc. sur les différents grands tours. Bah là, la chute fait très 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 mal cette année. Il y a beaucoup de coureurs qui m'ont à titre perso déçu. En premier le Arendsman que vous voyez avec le petit emoji fantôme. En fait c'est pas possible quoi. Arendsman ils l'ont recruté en fin 2022 après une très très belle saison chez DSM notamment.
et on le voit plus. Chez eux, c'est tout simple, enfin, OK, il fait un bon Tirreno et il finit sixième du général. Le Giro, c'est pareil, mais bah, c'est tout, en fait et il a jamais été en mesure de faire mieux et quand il fait sixième du Giro, c'est parce qu'il n'est pas le leader. Le leader, c'est Geraint Thomas. Lui, il est là en tant qu'équipier. Donc c'est très, très compliqué. Moi, je suis extrêmement déçu d'Arensman depuis son arrivée chez Ineos, personnellement. J'en attendais beaucoup mieux. On rend des déceptions pour aussi ajouter Tom Pidcock. Bon, il a des circonstances atténuantes, à savoir que, vu comment s'est fini l'histoire avec la Ineos, ça a sûrement dû jouer aussi au moral. L'entêtement d'Ineos d'en faire un coureur de classement généraux, ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne devrait pas être, selon moi. Au bout d'un moment, tu brides ce coureur, quoi. Enfin, c'est un mec super explosif, qui est quand même très très habile techniquement, donc qui pourrait se régaler sur les classiques ardennaises, mais également flandriennes à l'avenir, pourquoi pas. Allez, à la rigueur, sur les courses d'une semaine, je veux bien que tu essaies d'en faire ton leader au général, mais je dirais qu'en tour, pour moi, ça doit rester un équipier, et surtout quelqu'un qui a sa liberté. Et on l'a vu encore cette année. Il suffit juste de voir le Giro. Alors, ok, Karen Thomas finit troisième. Bon, on pourra aussi discuter de la concurrence qui n'était pas énorme non plus. Mais voilà. C'est ton meilleur grand tour. Et dans ce meilleur grand tour, t'as Narvaez qui a carte blanche quasiment tout le temps. Qui fait full échappée. Il fait même deuxième d'une étape encore en échappée. Enfin, ou au sprint derrière. C'était qui avait gagné d'ailleurs? Ouah, j'ai oublié. Mais en tout cas, il fait deuxième quand même d'une étape. Encore, et il est toujours à l'avant. Et bizarrement, ce tour où tu laisses quand même pas mal de liberté à tes gars d'aller à droite, à gauche, bah c'est là où tu as du succès. Sur le Tour de France, tu as amené 77 grimpeurs, tu as amené Geraint Thomas, Egan Bernal, Thomas Pidcock, tu as amené Carlos Rodriguez, tu as encore amené peut-être d'autres mecs, Castroviro forcément. Le seul mec qui a été à l'avant, c'est Kwiatkowski, qui s'est d'ailleurs lamentablement raté sur l'étape 18, mais bon, bah, en fait, le problème avec Ineos, c'est qu'ils continuent de courir comme une équipe dominante, ce qu'ils ne sont plus, malheureusement. Et là, ils arrivent quand même à une croisée des chemins parce que tu as le plus gros budget et tu arrives quand même dans cette situation cette année avec à peine 14 victoires quand même. Est-ce que c'est normal pour une équipe comme Ineos de ne plus gagner depuis le 6 juillet? Moi, je pense pas. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas normal de ne plus gagner depuis la début juillet pour une équipe de ce standing. Et donc, bon, en tant que surprise et quand même meilleur coureur de l'équipe, moi j'ai mis Narvaez. Bah voilà, bah, est-ce qu'il y a besoin réellement de débattre? C'est le seul qui a été régulier de bout en bout cette saison. Il commence avec une deuxième place au Down Under. Qui ensuite il fait quand même de belles perfs. Il est arrivé sur le Giro, il gagne la première étape devant Pogacar. C'est pas arrivé à beaucoup de monde cette année, ça, de battre Pogacar à la régulière. Il porte le maillot rose évidemment. Cinquième ensuite de la Classica San Sebastian sur la Vuelta. Alors, gratte quelques top 5, mais il était surtout là dans un rôle un peu de sprinter pour l'équipe. Il fait une belle classique flandrienne au niveau de l'E3, je crois qu'il fait huitième, il me semble. Enfin bref, il fait une saison énorme, et c'est aussi la surprise, puisque qui au début de l'année aurait pu penser que ce soit Narvaez le meilleur coureur de la Ineos? Eh ben, je pense qu'on n'était pas nombreux, hein. Enfin, je ne m'inclus pas dedans, parce que moi, je ne l'aurais pas vu venir. Mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais voilà, à souligner quand même, bon, Bernal qui au début, après ça a été un peu plus poussif, mais au début revenait quand même à un niveau intéressant. On pouvait se dire que peut-être que voilà, ça commençait à être bon pour la suite, donc on verra ce que ça donne en 2025. Puis après, bon, voilà, Carlos Rodriguez, peut-être qu'on peut considérer aussi comme un des meilleurs coureurs, même si la saison a été assez régulière, le début est très compliqué, la fin également. Bon, il va quand même chercher sa course par étapes pour le Tour. Il cherche aussi une belle victoire au Dauphiné, etc. Donc bon, c'est quand même une belle saison pour lui, mais on en attend évidemment beaucoup plus. Et dans la globalité, leur saison, je leur mets un 6 sur 20. C'est pas une saison digne d'Ineos, quoi. Enfin, faut être sérieux 2 minutes, c'est pas bon cette saison. Voilà, c'est absolument pas bon. Et donc pour inverser la tendance en 2025, il y a eu quand même un mercato qui a été effectué. Donc dans le sens des arrivées, on a Lucas Hamilton de la Jayco Alula, Bob Jungels de la Red Bull Bora,
Victor Longuelotti de la Burgos BH, Axel Laurence, notre Français de l'Alpecin de Koninck, Sam Watson de la Groupama et un jeune qui s'appelle Peter Oxenberg de la Colo Quick. Et tu perds, bah déjà, tu perds ton meilleur coureur, Jonathan Narvaez qui va chez UAE, tu perds Tom Pidcock qui part chez Q36.5, c'est officialisé aujourd'hui. Tu perds les frères Hayter, le Ethan part chez la Soudal et Leo Hayter. Alors lui, il était en dépression et il a annoncé en août qu'il faisait une pause dans sa carrière cycliste. Donc on espère que tout ira mieux pour lui très rapidement. Et enfin, bon, la retraite de Luke Rowe qui aussi passe directeur sportif chez AG2R Decathlon. Et enfin, il y a Elia Viviani et Cameron Wolf qu'on ne sait pas. Bon, voilà, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, ont-ils prolongé ou pas. Enfin, en tout cas, on ne sait pas trop ce qu'il en est de leur carrière. Enfin, bref. Ben, Mercato, pas ouf, pour être honnête. C'est bien d'avoir attiré Axel Laurence. Voilà, on a vu qu'il a quand même fait une belle saison. Tour de Catalogne, il gagne quand même une belle étape. Il gagne aussi le classement général du Tour de Norvège. Il gagne une étape à Bessèges. Donc ça peut être très très bien. Quand même pour essayer de gratter surtout quelques victoires à droite à gauche. Bon, on pourrait parler de Young Girls. Ça dépend. Donc, il a fait une très belle carrière au début. Il s'est relancé chez AG2R. Part chez Bora où c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Il va chez Ineos. Ça reste un coureur très complet quand même qui grimpe bien, qui a aussi quand même de belles capacités sur les classiques pavés notamment, qui roule bien également, ne pas oublier. Et j'espère qu'il sera quand même dans cette optique un peu de baroudeur plutôt que d'équipier, etc. Donc voilà, et puis après, bon, Lucas Hamilton, Victor Longuelotti, Sam Watson, c'est des bons coureurs, mais bah, c'est des équipiers sans plus, quoi. Hein, donc, et Peter Oxenberg, je ne me prononcerai pas parce que je connais pas le coureur, donc bon. C'est un jeune, donc j'espère pour lui qu'il réussira quand même à bien se développer. Et c'est problématique quand tu vois ce recrutement d'arriver par rapport au départ. Enfin, Narvaez, c'est ton meilleur coureur, on l'a déjà dit. Tom Pidcock, bah, c'était quand même ton crack à la base, quoi. Enfin, et quand il arrive, tout le monde est en mode oh, le crack de fou. Il fait un très beau tour 2022 avec sa victoire à l'Alpe d'Huez. 2023, bon, c'est un peu plus compliqué, mais il fait quand même un beau Tour de France. Cette année, par contre, c'était pas là. Bah, il a pas fini le tour, il a abandonné parce que je crois qu'il était malade. Saison très compliquée de sa part, il gagne que, entre guillemets, l'Amstel, mais quand t'as un coureur comme Tom Pidcock, bah, on s'attend quand même à mieux, hein, très clairement. Donc c'est embêtant. Et ensuite, il y a le cas Ethan Hayter. Hayter, c'est compliqué d'en parler. Je trouve que c'est un coureur qui a été sous-exploité. Quand on regarde ses qualités de base, c'est quand même un mec qui a une belle pointe de vitesse, qui roule très bien, et qui grimpe plutôt bien quand même pour un sprinter. Enfin, il passe vraiment bien les bosses et il gagne, je crois il avait gagné un Tour d'Algarve par le passé. Enfin ouais, mais il avait 2 problèmes majeurs. Bah déjà, il aime pas frotter ou il ne sait pas frotter. Enfin, dans tous les cas, c'est chacun, mais ça dépend de chaque coureur. Mais quand tu es surtout quelqu'un connu pour avoir une belle pointe de vitesse, bah, c'est un petit peu embêtant quand tu n'aimes pas frotter. Et ensuite, quand il faut descendre, c'est aussi compliqué pour lui. Donc c'est un coureur, techniquement qui n'est pas le plus à l'aise sur son vélo. Donc c'est des choses qui arrivent, mais quand c'est Ethan Hayter et qu'on connaît le potentiel et le niveau qu'il est capable d'avoir quand il est bien placé, et cetera, bah, c'est embêtant. Et je trouve que il a été un peu sous-exploité, chez Ineos. Il a il a subi de nombreuses chutes justement, qui l'ont rendu, indisponible pendant une longue période. Et en plus, des fois, quand il était là, il était aussi, limité à faire le train-train. Pour moi, Hayter, c'est un mec, il doit avoir carte blanche tout le temps. Quand c'est pas une arrivée qui lui convient en tout cas, mais c'est un mec que tu dois pouvoir laisser partir en échappée, faire autre chose que le train-train, quoi. Enfin, et c'est ça le problème. Et moi, c'est pour ça que j'espère également que la Ineos vont enfin un jour arrêter de vouloir faire le train-train, parce qu'on n'est plus dans les années 2010, là. Froome et tutti quanti, bah, c'est fini. Faut passer à autre chose. Il y a UAE et Visma qui font très bien le travail, bah tu les laisses et toi tu essayes d'attaquer de loin et d'être offensif, quoi. Et bon, ce mercato, bah, c'est dans la continuité de l'an passé, c'est pas fou, c'est 6 sur 20. Il y a la seule espérance que j'ai pour eux, c'est avec Ayuso notamment, qui veut partir du UE.
voire peut-être Almeida, on verra. Mais tu as un des 2 là, chez UAE, ça va être le bordel. Il y a trop de monde, il faut aller se servir là-bas. Il faut chercher un mec pour accompagner Carlos Rodriguez. Garen Thomas, il a 38 ans, il va pas tenir éternellement à ce niveau-là. Donc il faut partir chercher un Ayuso ou un Almeida, surtout un Ayuso, je pense. Et il faut mettre le paquet, ou un Remco à l'époque où il y avait aussi également la rumeur, mais il faut un mec de ce niveau-là pour venir renforcer l'équipe. Arensman n'est pas au niveau depuis 2 ans. Et je pense qu'il faut du coup, là, il a eu sa chance. Il faut qu'il reste équipier au mieux, je pense, enfin en tout cas en lieutenant plutôt. Mais il faut absolument un autre mec capable d'aller jouer les podiums sur un grand tour. Et à part Carlos Rodriguez, il n'y a personne. Bernal, personnellement, j'ai du mal à croire qu'il redeviendra le grand Bernal de 2019, 2021, là, où il gagne le Tour de France et le Giro. Je pense que ça va être un peu trop compliqué pour lui. Ça restera pareil un excellent lieutenant, mais je ne vois pas être de retour au top top niveau. Voilà, donc du coup c'est un mercato très compliqué. Moi j'ai mis la note pareil de 6 sur 20. Était déjà pas ouf, en plus tu perds Tom Pitcock là hier. Enfin du coup c'était le jeudi 5 où ça a été officialité. C'est franchement c'est un très très gros coup dur. Tu perds aussi une énorme option sur les classiques ardennaises notamment avec Tom Pitcock. Donc voilà. Donc on va arriver sur l'effectif par pôle. Bon, les pôles, je les ai mis j'ai mis en premier la montagne, en deuxième le chrono, troisième c'est plus classique, voilà, on dit un peu vallonné, comme ça fait penser au classique ardennaise, classique flandrienne, etc. Et ensuite il y a le chrono. Alors, pour tout ce qui est classement généraux, le leader ce sera Carlos Rodriguez, c'est sûr. C'est ton jeune crack, c'est celui qui a le plus prouvé derrière Geraint Thomas et Egan Bernal, mais voilà, je vous ai déjà dit mon avis sur Bernal. Euh, il faut lui donner les clés du camion à nouveau. Son Tour de France est raté, mais ça arrive, hein. Je pense notamment à David Gaudu qui fait un énorme Tour de France 2022 et derrière 2023 c'est plus compliqué. Cette année, n'en parlons pas, mais derrière il se rattrape quand même bien très très bien même sur la Vuelta. Donc tout est possible, ça reste quand même un très très bon coureur sur Rodriguez. Donc moi je lui donnerais les clés. Et derrière, on pourrait penser à un Timen Arensman, Egan Bernal ou l'éternel Geraint Thomas. Bon, qui pourrait jouer un podium là-dessus? Pour moi, aucun des trois autres. À moins que Geraint Thomas décide encore à 39 ans d'aller chercher son petit podium sur le Giro, sur la Vuelta, sait-on jamais. Mais voilà, sur les courses par étapes d'une semaine, par contre, tu as quand même eu moyen d'aller chercher un petit résultat. On a vu un Bernal qui, sur le Tour de Catalogne notamment, était très très bon, très très bon, très très en forme. Donc j'espère qu'il va quand même pouvoir aller chercher sa petite course par étapes pour le Tour cette année. Mais voilà, globalement, c'est ces 4 têtes d'affiche pour les classements généraux. Quand tu penses à l'effectif qu'ils avaient il y a 3-4 ans avec les Yates, Daniel Felipe Martinez, etc., ça fait très très mal. Ça, même un Pitcock en soi aurait pu rentrer dans cette catégorie. Mais bon. Ensuite, en sprint, ça va aller très vite. Bon, bah, bon, Viviani faisait de la figuration, mais on pouvait le compter tel quel. T'as plus Hater, donc là, ni Narvaez d'ailleurs, qui jouait aussi un peu ce rôle, notamment sur la dernière Vuelta. Il te reste Axel Laurence comme recrue, qui est très très bien. Très grosse saison, c'est prometteur pour la suite. T'as un mec qui passe très bien les bosses également, qui a appris en plus auprès des meilleurs. Enfin, il a été quand même avec Philipsen et Van Der Poel, donc t'apprends quand même très bien avec ce genre de mec-là. Et sinon, il y a aussi Philippe Ogana, qu'on a vu également sur la Volta 2023 sprinter à pas mal d'occasions. Je crois sur le Giro aussi, il y a quelques fois où il s'est essayé au sprint. Donc bon, va falloir espérer que les deux puissent chercher quelques victoires d'étape. Ensuite, sur les classiques, là, sur le classique, ça commence à être un peu mieux. T'as Ghana, forcément, qui est quand même très très bon, notamment sur Milan-San Remo et les classiques pavés. Il faudrait qu'il soit quand même un peu plus fort sur ces classiques-là, mais il peut quand même chercher de très très gros résultats. Magnus Sheffield, moi j'en attends beaucoup de lui. Il doit prendre ses responsabilités. Maintenant, c'est à lui d'aller chercher des résultats sur ses classiques également. Axel Laurence, bon bah lui c'est surtout il est de l'école alpécine de Quenin quand même. Donc eux les classiques ça les connaît un petit peu pour être gentil. Bob Jungels, très grosse expérience également. Il a déjà gagné un Liège-Bastogne-Liège donc ça va faire quand même pas mal de bien à l'équipe. Et enfin moi j'ai mis un petit Ben Turner. Alors Ben Turner, c'est la saison ou jamais. Parce que 2022, si on vous rappelez bien, il fait un bon Paris-Roubaix, il finit 11e. Il finit également 8e à travers la Flandre à l'époque. Et depuis, c'est très très compliqué.
et moi, j'ai envie qu'ils passent ce cap, en fait. C'est maintenant, il y a pas un leader clair et net. Il y a quand même bon, il y a Ghana qui est un peu au-dessus, mais il y a quand même une place de leader à la Van Baarle à aller chercher, en fait. Et moi, j'espère que Turner va aller chercher cette place cette année. Il en a les moyens, mais ça dé c'est il y a plus qu'à le faire, en fait, et j'espère sincèrement que Ben Turner va aller chercher, cette place qui est disponible, en fait. Et enfin, les chronos, là, par contre, ils sont super bien. T'as Filippo Ganna, Joshua Tarling, Tobias Foss, Magnus Sheffield et encore l'éternel Bob Jungels. Bon, tu quand même, Ganna, champion du monde. Foss, c'est pareil. Tarling, champion d'Europe. T'as quand même du très très lourd. Même si ça a été un peu plus compliqué, notamment pour Tarling cette année au niveau des résultats. Mais t'as quand même du très 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 gros niveau. Sheffield, c'est pareil, ça roule super bien. Donc t'as quand même de quoi aller chercher des résultats sur les chronos cette année. Et globalement, cet effectif, je lui mets la note de 12 sur 20. Quand t'es qu'à 14 victoires, pour moi, faut plus de sprinters. Faut que t'ailles chercher des mecs. C'est pas une question de points, mais il faut quand même que t'ailles chercher des victoires, quoi. C'est une question pour le sponsor, etc. Donc il faudrait plus de mecs, à mon sens, évidemment. Les classiques, bon, c'est correct. Chrono, t'es nickel. Je pense que c'est l'une des 3 meilleures équipes dans le domaine sans hésitation. Et ensuite, la montagne. Comme j'ai dit avant, ça manque d'un deuxième leader comme Ayuso, notamment. C'est à lui que je pense. Et donc, on va arriver notamment sur les objectifs et prédictions qu'on peut attendre de. Enfin, les objectifs qu'on peut espérer pour Ineos en 2025. Ensuite, ma prédiction pour eux. Alors, je pense, ça reste. C'est l'ADN quand même de l'équipe. Je pense qu'ils vont chercher encore une fois à faire un podium sur les 3 grands tours. Ça reste leur ADN, c'est depuis leur création, leur objectif c'est de performer sur les courses par étapes, donc pourquoi changer? Je pense qu'évidemment ça s'accompagne aussi de victoires sur les 3 grands tours également. Pourquoi pas gagner une classique flandrienne? T'as quand même un petit peu de. T'as quand même des bons coureurs, donc bon, ça c'est quelque chose, je pense, qu'ils peuvent envisager. Je pense évidemment qu'ils vont chercher des titres internationaux, avec notamment le titre de champion d'Europe et de champion du monde du contre-la-montre. T'as Tarling et Ghana, faut y aller tout droit là, faut foncer. Et ensuite, évidemment, un podium sur un monument. On peut penser à Ghana sur un Tour des Flandres, pas un Tour des Flandres, Milan-San Remo, pardon, ou le Paris-Roubaix. Donc, je pense que ce sera ça leurs objectifs. Mais sinon, moi, ce que je les vois faire, je pense qu'il y aura quand même un peu plus de victoires. J'ai mis 20 victoires dans 8 World Tour, pour être un peu précis, mais voilà, je pense que ce sera dans ces eaux-là qu'il y aura à peu près comme succès pour l'équipe cette année. Et je pense qu'ils peuvent pas faire pire que cette année dans tous les cas. Je pense qu'ils réussiront encore à faire un podium sur un grand tour. Alors, ça sera pas le Tour de France, je pense, mais et la Vuelta et le Giro, à l'heure où je tourne la vidéo, on n'a pas encore les parcours. Donc on verra, mais je pense qu'ils réussiront dans tous les cas à encore faire un podium sur l'un des 2 grands tours. Axel Laurence sera leur meilleur scoreur en termes de victoires. Ça, je suis à peu près sûr que c'est lui qui va aller chercher le plus de victoires. Je pense qu'il va avoir énormément d'opportunités. T'as personne pour le concurrencer dans le domaine des sprints, donc il va avoir carte blanche assez souvent, à mon avis. Maintenant, je pense qu'ils ne réussiront pas à chercher un titre de champion du monde ou d'Europe du chrono. Je pense que ce sera sûrement ou Wout van Aert ou Remco qui iront encore une fois chercher des jolis titres. Et sinon, les monuments, j'avoue, cette année, je le sens pas trop, hein. Je pense que Milan-San Remo, ça va être pour Pogacar, à mon avis. Et derrière, tu auras sûrement encore du Philipsen, du Pedersen qui va passer, donc ça va être un peu compliqué en point de vitesse pour un mec comme Ghana notamment. Tour des Flandres, bon, bah t'as plus Pidcock qui aurait pu être ta meilleure carte. Peut-être Sheffield, mais j'y crois pas des masses non plus. Pareil, Roubaix, limite, ça va être leur meilleure chance avec Milan-San Remo, quoi. Donc, mais même là, je suis pas très sûr. Et derrière, bon, Liège-Bastogne-Liège, Rideau. Et Lombardie, Rideau également, à mon avis, ça va pas perf là-dessus. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez de l'équipe, voilà, ce que vous avez pensé de leur saison 2024, de leur mercato, etc. Et également vos prédictions pour eux en cette saison 2025. Ils sont quand même à un tournant dans leur histoire, donc on espère qu'ils feront quand même quelque chose de bien et qu'ils vont quand même essayer d'aller chercher quelques beaux résultats. C'était tout, on se retrouve bientôt pour d'autres previews et à la prochaine, salut les goats!